Mais j'ai 50 ans d'expérience comme économiste. J'ai été évidemment professeur d'économie, mais j'ai été aussi conseiller de plusieurs gouvernements. J'ai même fait partie d'un gouvernement. Et je suis arrivé à la conclusion que beaucoup des problèmes que l'humanité rencontre, que les gens rencontrent, que les pays rencontrent, avant d'être des problèmes techniques, des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes politiques, ce sont des problèmes culturels et des problèmes moraux. Que si on ne solutionne pas les défauts culturels et si on ne solutionne pas le manque de moralité ou d'éthique, les autres problèmes sont de plus en plus difficiles à solutionner. Je pense par exemple au problème de surpopulation, de surpeuplement dans certaines régions, qui fait que ceci génère beaucoup de pauvreté, de misère et même de guerre, parce que lorsqu'il y a trop de population, trop de misère, évidemment, les gens essayent de se sortir de leurs problèmes et ceci donne lieu à des migrations internationales, comme on les voit présentement, etc. etc. Donc, on peut rentrer maintenant dans les définitions de l'humanisme, étant donné qu'on va parler d'éthique humaniste. La façon la plus simple pour moi de définir l'humanisme, c'est de dire que c'est un système de civilisation, une sorte de système culturel, un système de moyens afin de solutionner des problèmes humains. Non pas en faisant appel à des divinités ou à des fictions surnaturelles, mais à partir de principes moraux universels qui s'appliquent à tout le monde, à travers les pays. D'une façon plus formelle, on pourrait dire que l'humanisme est une vision philosophique universelle qui vise à faire respecter la dignité et la valeur de chaque être humain dans le monde, quelle que soit son origine nationale, son sexe, sa couleur, etc. Donc, ce qui caractérise l'humanisme, c'est son caractère universel au-delà de toutes les races et de tous les pays et qui s'adresse par conséquent à tout le monde. Et comme je le dirai peut-être plus tard, tout le monde peut devenir humaniste. Il n'y a pas d'exclusion ni de sexe ni de couleur. Donc disons aussi que l'humanisme, c'est une vision universelle qui vise à privilégier les droits humains, le potentiel de l'humanité et les réalisations humaines. L'humanisme va mettre l'accent sur l'empathie entre les gens, sur la compassion et sur le partage. L'humanisme est aussi une philosophie ou une vision, une approche qui met l'accent sur la raison et la science comme moyen de faire avancer les connaissances. Ça ne veut pas dire qu'on néglige les émotions, parce que l'être humain est à la fois composé de raison et d'émotions. Mais les émotions, il faut les contrôler parce qu'elles peuvent être une source de faiblesse pour les êtres humains. On sait que des phénomènes de foule peuvent entraîner toutes sortes de catastrophes. Finalement, je dirais, moi, pour simplifier les choses, que l'humanisme est une philosophie pour les gens qui veulent vivre une vie honorable. Il y avait un philosophe anglais qui s'appelle Emmanuel Kant au 18e siècle qui disait « Il n'est peut-être pas nécessaire que je sois moi-même heureux, mais il est très important que je vive une vie honorable. » Donc, quelqu'un qui veut devenir humaniste, c'est quelqu'un qui veut avoir une vie honorable. Si possible, être heureux aussi, mais une vie essentiellement honorable. Bien, dans mon livre « Le Code pour une éthique globale », j'ai essayé de résumer le mieux possible les 10 principes principaux de l'humanisme. Évidemment, on peut en rajouter, on peut en enlever, mais je crois que ces 10 principes, si on y adhère, représentent vraiment la vision humaniste des choses, la vision de l'évolution de l'humanité, si elle suivait une civilisation humaniste. Les 2 premiers principes sont fondamentaux. On parle ici de proclamer la dignité et la valeur de chaque être humain, quelle que soit, comme je l'ai dit tout à l'heure,
la race ou le sexe. L'autre principe, c'est de dire que les humanistes doivent avoir un respect pour la vie humaine. Pourquoi avoir du respect pour la vie humaine? C'est que les êtres humains sont des mortels et par conséquent, la vie est quand même la propriété la plus importante qu'un être humain peut avoir. Si vous perdez la vie, vous perdez tout. Donc, le respect de la vie est important et on doit avoir aussi, si on veut avoir une économie démocratique, avoir aussi un respect pour les propriétés bien acquises. Mais le plus important, c'est le principe du respect de la vie. Après ça, il y a deux autres principes qui sont fondamentaux, qui font appel à des valeurs humanistes fondamentales. L'empathie entre les êtres humains, le principe de la tolérance et le principe du partage. Sur l'empathie, j'en parle énormément dans le livre, le principe de l'empathie signifie simplement qu'on doit se placer dans la peau de quelqu'un d'autre pour vraiment comprendre sa façon de penser et ses besoins. Évidemment, il y a la règle d'or de la moralité qu'on retrouve dans toutes les philosophies, depuis le Code d'Hammurabi, il y a 4000 ans, près de 4000 ans. Donc, tous ces codes proposent une règle d'or dans le sens « ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse à vous ». Il y a un élément de réciprocité ici. Si je ne vous fais pas de mal, bien, il y a des chances que vous ne me ferez pas de mal. L'humanisme va un peu plus loin. C'est pour ça que j'appelle ça une règle humaniste suprême qui dit que vous devriez faire aux autres ce que vous pensez que vous aimeriez qu'on vous fasse à vous si vous étiez dans leurs souliers ou à leur place. Donc, il n'y a plus d'altruisme dans ce système-là, dans cette possibilité, dans cette règle, que la simple règle d'or. À l'inverse, vous ne devriez pas faire aux autres ce que vous pensez que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse à vous si vous étiez à leur place. Donc, vous ne voulez pas assassiner quelqu'un parce que si vous étiez à leur place, vous n'aimeriez pas être assassiné vous-même. Donc, cette règle d'empathie est très importante. On la surexpose sur la règle de la tolérance. Évidemment, la tolérance est un concept très flou et très large. Donc, la tolérance pour les êtres humains et les droits des humains, de leur liberté de décider ce qui est bon et mauvais pour eux-mêmes. Parce que les meilleurs juges pour juger de ce qui est bon ou mauvais, pour la plupart des gens, sauf on parle des enfants qui n'ont pas l'âge de raison, c'est de leur façon de voir leur intérêt personnel. Il faut faire attention par contre. Les êtres humains ont des droits, mais les idées, les idéologies, surtout les idéologies perverses, n'ont pas de droits. Or, souvent, on mélange les deux dans notre société. On dit bien, les gens ont des droits, mais telle idéologie a tel droit, surtout lorsqu'on est dans des pays où certaines idéologies deviennent des idéologies d'État. Le cinquième principe, c'est un principe de non-domination. Ça veut dire qu'on n'utilise pas le mensonge ou d'autres techniques pour dominer les gens. Évidemment, ça exclut l'esclavage. Hein. On ne peut pas avoir l'esclavage. Qu'on ait un retour aujourd'hui de l'esclavage est tout à fait impensable. Et ça fait partie de cette règle de non-domination. Maintenant, la sixième est peut-être un peu plus controversée puisqu'on parle dans la philosophie humaniste, on a comme objectif de ne pas se servir des superstitions et des règles de pensée qui ne sont pas prouvées par l'observation et par la science. Comme je l'ai dit au début, on fait usage surtout de la raison et de la science. Ça ne veut pas dire que la science ne se trompe pas. La science est toujours un processus évolutif dans les connaissances. Donc, on utilise la logique pour essayer de comprendre nos problèmes et on essaie d'avoir le moins possible de superstitions et de choses qui ne sont pas prouvées. J'en viens au septième principe, qui est le principe du respect pour l'environnement. Avec 7 milliards d'habitants sur une petite planète, il est évident que ça fait beaucoup de monde et on prévoit nous serons peut-être 10 milliards en l'an 2050.
Est-ce que c'est trop de population? On le verra avec le temps, mais les ressources sont limitées. On voit au niveau de l'énergie. On a des difficultés à remplacer les sources d'énergie. Peut-être qu'avec l'énergie solaire et l'énergie venant du vent va nous permettre de laisser de côté l'énergie qui vient des fossiles. Mais c'est évident que l'eau potable aussi. Il y a bien des pays pour qui l'eau potable est une denrée rare. Donc, les êtres humains sur cette petite planète, hein, on a 9 planètes dans notre système solaire, mais dans la Voie lactée, nous avons beaucoup plus de systèmes solaires. Et dans l'univers dans son ensemble, nous avons 200 milliards de galaxies. Donc, c'est évident que nous avons seulement qu'une petite partie de l'univers ici, une petite planète, et on n'en est pas propriétaire. Hein. Les êtres humains, une génération qui vit présentement, n'est pas propriétaire de cette planète. Elle n'est que locataire pour les prochaines générations. Donc, il faut laisser la planète dans un aussi bon état que celui dans lequel nous l'avons trouvée. Donc, c'est un principe très simple, mais ça veut dire beaucoup de choses. Donc, le 8e principe a trait aux guerres. C'est quand même incroyable qu'au 21e siècle, nous sommes encore confrontés avec des guerres. Parce que les guerres sont ce qui est à peu près de plus inhumain dans toute l'invention humaine. Elles ne font que détruire, elles ne construisent pas, elles amènent la misère et évidemment les morts. Et on sait, le 20e siècle a été le siècle le plus meurtrier. On a utilisé même l'arme nucléaire pour tuer des civils au Japon, 150 000 au mois d'août 1945, 150 000 civils ont été tués par l'arme nucléaire. La Première Guerre mondiale nous a coûté des millions et 20 millions de morts. La deuxième, 50 millions de morts. S'il y avait une Troisième Guerre mondiale au 21e siècle, ça serait combien de morts? 100 millions, 200 millions, 500 millions. Donc, les guerres sont absolument inhumaines. On pensait en 1945, avec l'invention, la création des Nations unies, dont le premier principe, c'est qu'il ne doit pas y avoir de guerre d'agression. Seules des guerres défensives, qu'on espère ne se produiront jamais, et sans une autorisation formelle des Nations unies. Là, maintenant, on a laissé ça de côté peu à peu, depuis une quinzaine d'années, depuis une vingtaine d'années, parce qu'on a la remontée des impérialismes dans le monde présentement. Quand tous les pays ne sont pas égaux devant la loi et que certains pays se disent au-dessus des lois et s'arrogent le droit de faire des guerres, bien là, on recule, on est en régression morale. D'ailleurs, c'est ma crainte présentement. J'ai 75 ans, j'ai 50 ans de carrière comme économiste. Moi, je vois que les choses se sont empirées depuis 20 ans. Elles ne se sont pas améliorées. Nous avons reculé, nous avons régressé au plan moral. Donc, il faut revenir au principe de rendre les guerres d'agression illégales. Les deux autres principes sont des principes d'institution. Et c'est le 9e, c'est le principe démocratique. Évidemment, la démocratie n'existe pas depuis très longtemps. Évidemment, elle a existé un peu en Grèce antique quand les citoyens d'Athènes pouvaient voter, etc. Mais les femmes ne pouvaient pas voter à l'époque. Et il y a 200 ans, on a commencé à avoir une vraie démocratie. Ça a commencé lentement avec la Révolution française, la Révolution américaine. La Révolution américaine de 1776, la Révolution française de 1789, ont établi des principes humanistes. Les fondateurs des États-Unis étaient des humanistes. Si vous lisez Jefferson, si vous lisez George Washington, c'était des humanistes, Franklin et tout cela. En France aussi, c'était le respect de la liberté et de la fraternité entre les hommes. Donc, le principe, si on croit à la dignité de chaque être humain, c'est que chaque être humain doit participer d'une façon ou d'une autre au pouvoir dans la société. Et ne pas être un esclave d'un système qui lui est imposé d'en haut. La démocratie vient du peuple et non pas d'en haut. Donc, finalement, le dernier principe, c'est le principe de l'éducation. L'éducation est une valeur humaniste centrale parce que les êtres humains naissent presque avec une tabula rasa. Évidemment, on a des instincts, parce que les enfants, même les jeunes bébés, ont un instinct de la justice. Ils ont un instinct moral. Jusqu'à un certain point, parfois, les jeunes ont un instinct moral plus élevé que les adultes.
Mais il faut enseigner quand même, non seulement la science et les connaissances de base pour fonctionner dans une société de plus en plus complexe, mais il faut enseigner aussi la moralité. Il faut enseigner des principes humanistes. Il faut leur dire comment se comporter de façon civile pour vivre en paix. Donc, je dirais en conclusion que nous faisons face à deux problèmes. Et je pense qu'il y a un dilemme moral présentement. C'est que les technologies permettent à beaucoup de monde maintenant de mieux survivre, d'avoir une vie plus prospère. Mais ceci se fait dans un contexte de concurrence internationale. Et je vois venir dans l'avenir une concurrence pour les ressources. Et s'il y a une concurrence pour les ressources, pour l'eau potable, pour le pétrole, pour d'autres ressources essentielles, bien, ça veut dire plus de guerre. Donc, c'est très dangereux qu'on reste dans le cadre moral actuel. Il faut sortir de ce cadre-là pour adopter un nouveau cadre supérieur. L'autre chose, bien, je termine sur cela, c'est que l'idée dans le livre est un peu révolutionnaire, mais très simple. C'est que nous vivons tous, les êtres humains, les 7 milliards d'êtres humains sur la même petite planète, et on doit apprendre à survivre en s'entraidant sur cette même petite planète.